Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un champ de bataille, mais pas n'importe lequel. Celui où le sort de l'Empire perse a été scellé. Celui de Gaugamélès, bien sûr. Une fois la côte méditerranéenne orientale et l'Égypte sécurisées, Alexandre le Grand décide de pénétrer plus en avant en Mésopotamie avec l'intention de contraindre Darius III à livrer bataille. Ayant traversé l'Euphrate sans rencontrer la moindre opposition, il fait marcher son armée vers l'est le long des contreforts des montagnes arméniennes avant de franchir le Tigre. Une fois le Tigre traversé, les éclaireurs macédoniens signalent qu'ils ont aperçu des éléments de cavalerie perse. Ne souhaitant pas prendre de risques, Alexandre range son armée en ordre de bataille. Et tandis que le gros de ses troupes avançait prudemment, il se met personnellement à la tête d'un contingent de cavaliers et d'infanterie légère. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Gaugamélès? Venez avec moi! Au début de 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand laisse le gouvernement de la Macédoine à son général Antipater et franchit l'Hellespont, l'actuel détroit des Dardanelles. L'armée du grand roi perse Darius III, très supérieure en nombre, attend les Macédoniens sur le bord du Granit, petit fleuve côtier de Phrygie. C'est là qu'Alexandre remporte la victoire qui lui permet de se rendre maître de l'Asie mineure. Alexandre le Grand pénètre ensuite dans les profondeurs de l'Empire perse, et en 333 il franchit les montagnes de Cilicie. La rencontre avec Darius III va avoir lieu dans la plaine d'Issos. Inquiet, le roi des rois a voulu prendre Alexandre le Grand à revers en le coupant de l'Anatolie. Plus de 100 000 soldats se retranchent derrière des palissades. À la tête de 30 000 hommes, Alexandre ordonne la charge et écrase l'armée ennemie. Le soir, il dîne dans la tente de Darius III, qui s'est enfui. Par la suite, le conquérant macédonien soumet le littoral syrien avec la prise de Tyr, de Gaza, pénètre en Égypte, qui supporte le mal le joug des Perses, l'accueille en libérateur. Alexandre le Grand occupe la vallée du Nil, fonde Alexandrie, puis s'enfonce dans le désert. Il va chercher une confirmation de son origine divine. Fort de la légitimité religieuse qu'il a obtenue, il quitte l'Égypte en 331, traverse le Tigre et l'Euphrate, au-delà duquel Darius III a concentré toutes ses troupes. La bataille décisive se déroulera à Gaugamélès. Alexandre le Grand immobilise son armée et fait édifier un campement fortifié. L'écart entre les deux armées était désormais d'environ 11 km. Bien qu'aucun des deux camps n'ait été visible de l'autre, car une chaîne de collines les séparait. Laissant ses bagages, les civils et les prisonniers sous bonne garde, Alexandre quitte son campement à la tombée de la nuit, ses troupes prêtes à livrer bataille. Vers minuit, l'armée macédonienne franchit les collines, découvrant en contrebas les lueurs de milliers de feux de camp perses. Tandis que les hommes faisaient halte et se reposaient, Alexandre conduit quelques-uns de ses compagnons et de son infanterie légère en une mission de reconnaissance de la plaine. Ses généraux le pressent de lancer une attaque nocturne, mais Alexandre refuse, ce qui se révèle être un bon choix, car les Perses s'attendaient à une manœuvre de ce genre, et toute leur armée était déjà en armes et prête à recevoir l'attaque nocturne. Les hommes ayant déjà intégré leur formation de combat, les Perses se trouvent déjà prêts à engager la bataille. Alexandre avait beaucoup appris des Perses qu'il avait capturés, raison pour laquelle il ne les avait pas tués. La plaine sur laquelle Darius III avait choisi de livrer bataille avait été soigneusement nivelée pour permettre à ses cavaliers et surtout à ses chars de manœuvrer le plus efficacement possible, et des pièges avaient été mis en place. Alexandre connaissait l'existence de ces pièges,
Et bien que l'on ne sache pas exactement quand, tous les pièges furent neutralisés. La bataille, proprement dite, commence vers le milieu de la matinée. La scène à laquelle l'armée d'Alexandre se voit confrontée dut être très impressionnante. La ligne perse s'étendait sur toute la plaine, débordant largement les flancs macédoniens. L'aile gauche des Perses était composée de cavaliers, bactriens, scythes, arachtotiens, parmi les meilleurs guerriers montés de l'Empire perse. Cette force était encadrée par une cavalerie plus importante et 100 chars à faux. Au centre du dispositif, où Darius III lui-même était posté, se trouvait une multitude de fantassins perses et les 2000 à 10 000 mercenaires grecs. Ces hommes étaient les meilleurs fantassins de toute l'armée achéménide, et Darius III comptait sur eux pour stopper l'avancée de la redoutable phalange macédonienne. En outre, 50 chars à faux et 15 éléphants protégeaient le centre. L'aile droite perse était principalement composée de troupes de cavaliers. Bien que le chiffre d'1 million de fantassins et de 40 000 cavaliers, dont 200 chars à faux et 15 éléphants, soit presque certainement exagéré, l'armée d'Alexandre, avec 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers, se trouvait néanmoins en état de nette infériorité numérique. Cependant, en dépit du nombre de leurs adversaires, les Macédoniens bénéficiaient d'un certain avantage. L'infanterie combattait en formation de phalange compacte, leur arme principale, la sarisse, qui en termes de longueur, conférait un énorme avantage à l'infanterie macédonienne, car elle lui permettait de commencer le massacre alors que l'ennemi était encore à essayer d'utiliser ses propres armes et d'avancer au contact. Les phalangistes, qui combattaient dans les premiers rangs de la phalange, étaient bien protégés par des cuirasses, des casques, des jambières. Tous les soldats portaient également un bouclier circulaire d'une largeur de 2 pieds. L'infanterie perse, en revanche, ne portait que peu ou pas du tout d'armure. La plupart des soldats portaient des boucliers d'osier qui n'offraient aucune défense contre la pénétration des sarisses. La plupart d'entre eux étaient des conscrits n'ayant reçu qu'une instruction militaire très limitée. Et bien que l'armée perse eût été infiniment plus nombreuse, elle manquait cruellement de cohésion et de discipline. Les principaux avantages dont se jouissaient les Perses étaient leur cavalerie et le fait d'avoir soigneusement préparé le champ de bataille. Réciproquement, une plaine bien nivelée offrait également des conditions optimales pour le déploiement de la phalange macédonienne. Le moindre renforcement ou obstacle pouvait compromettre la cohésion d'une phalange en marche. Alexandre le Grand se poste sur l'aile droite de l'armée macédonienne. Le gros de sa cavalerie se composait des compagnons et des mercenaires, ainsi que d'un très grand nombre d'infanteries légères. Le centre du dispositif était occupé par l'infanterie macédonienne, dont la ligne entière était disposée en échelons, s'éloignant en diagonale vers l'aile gauche. Sur la gauche, le général Parménion commandait d'autres troupes d'infanterie, ainsi que la cavalerie thessalienne. C'est à lui qu'incombait la redoutable tâche de contenir l'attaque principale des Perses, pendant qu'Alexandre et ses compagnons se chargeaient de porter le coup de grâce à l'armée de Darius III. Conscient de la vulnérabilité de la phalange pendant que lui et sa cavalerie seraient engagés, Alexandre positionne une autre phalange derrière la ligne de bataille principale, composée principalement de mercenaires grecs. Cette phalange d'arrière-garde devait faire face à l'éventualité d'un encerclement, ce qui était très probable compte tenu de l'importance des effectifs de Darius III. Dans un premier temps, Alexandre lance sa cavalerie sur la droite. Darius III ordonne aux cavaliers bactriens et scythes, composant son aile gauche sous le commandement de son cousin Bésos, de suivre le mouvement de débordement d'Alexandre. En outre, au fur et à mesure que la ligne macédonienne avançait, elle était soumise à la dérive de la phalange, un phénomène qui se produisait lorsque chaque homme se blottissait instinctivement derrière le bouclier de son partenaire de droite.
ce qui entraînait une dérive progressive vers la droite. Conscient que la ligne macédonienne pourrait ainsi sortir du terrain préparé à l'avance, Darius III ordonne à son flanc gauche d'envelopper la cavalerie d'Alexandre le Grand, qui lance alors un assaut vigoureux sur le centre de l'aile gauche perse, qui fut contre-attaqué par des cavaliers scythes et bactriens. Bien que l'enveloppement initial ait été contré, de nouvelles réserves de cavaliers rallient l'aile gauche en fuite, et une bataille de cavaliers furieux s'engage. La cavalerie d'Alexandre se bat contre certains des meilleurs cavaliers du monde antique. De nombreux Scythes étaient particulièrement bien cuirassés à la manière des cataphractaires. Cependant, Alexandre persiste dans son assaut frontal et l'aile gauche des Perses commence à donner des signes de faiblesse. Constatant l'échec de sa cavalerie à contenir la manœuvre de débordement d'Alexandre, Darius III engage alors ses chars et ses éléphants de guerre. Il se heurte à un épais rideau d'infanterie légère macédonienne, qui s'empare des rênes des chars et tue chevaux et conducteurs. D'autres chars et éléphants parviennent à franchir la barrière et tentent d'attaquer la phalange, qui ouvre leurs rangs, permettant aux chars de passer et d'être réduits à l'impuissance par les hippapistes à l'arrière. Darius III déploie la cavalerie perse de réserve pour contenir l'aile droite d'Alexandre, ouvrant ainsi une brèche dans son centre. Laissant derrière lui son commandant Arétas et quelques cavaliers pour faire face aux cavaliers perses qui tentaient toujours d'envelopper l'aile droite macédonienne, Alexandre fait tourner son escadron vers la gauche. Une volte-face totale qui met en évidence le niveau de discipline et d'entraînement des Macédoniens. La manœuvre dut être rendue encore plus difficile par l'épais nuage de poussière étouffant et la confusion générale qui régnait alors sur le champ de bataille. Formant un gigantesque coin avec lui-même et ses compagnons à la pointe, Alexandre le Grand rejoint les éléments d'infanterie de droite de son centre et mène une charge féroce au travers de la brèche dans les lignes perses en direction de Darius III en personne. La phalange, les mercenaires tracent, l'infanterie légère suivent et l'élan de l'assaut les propulse au plus profond des lignes perses. Darius III décide de ne pas s'attarder et les Perses qui assistent à sa fuite perdent toute envie de combattre. Des milliers de fantassins perses se mettent à quitter le champ de bataille. Sur la gauche, Bésos finit par céder devant la cavalerie. Pendant ce temps, sur l'aile gauche macédonienne, Parménion se trouve en difficulté. Les éléments de l'aile droite de sa ligne avaient suivi Alexandre dans le centre perse, mais leurs camarades avaient été contraints de venir en aide à l'aile gauche. Cela crée une brèche dans la ligne de bataille macédonienne, et la cavalerie perse et indienne s'engouffre dans cette brèche. Certains des attaquants font demi-tour pour attaquer l'aile gauche macédonienne par l'arrière, mais la plupart contournent la phalange de l'arrière et se dirigent vers le camp macédonien, situé à plusieurs kilomètres du champ de bataille, ce qui révèle alors avoir été une grave erreur tactique. En effet, s'ils avaient concentré leur attaque sur la gauche des Macédoniens, ils auraient tout à fait pu réussir à détruire une grande partie de l'armée d'Alexandre le Grand. La phalange d'arrière-garde macédonienne se rue pour sauver le camp, un exploit impressionnant, étant donné que la bataille faisait déjà rage depuis peut-être plusieurs heures, et qu'ils durent courir en armure complète, en portant leurs armes. Maésios, le commandant de l'aile gauche perse, pousse son avantage. Il ignore que Darius III avait fui le champ de bataille, et il est probable que l'aile droite perse pensait encore gagner la bataille. Parménion, pratiquement encerclé, envoie un messager à la recherche d'Alexandre pour lui demander de l'aide. Par miracle, ce messager réussit à s'acquitter de sa tâche, et Alexandre abandonne sa poursuite du centre perse en déroute et revient au galop pour aider Parménion. Les compagnons furent contraints de se frayer un chemin à travers les Perses pour atteindre l'aile gauche de l'armée macédonienne.
Avec l'arrivée d'Alexandre, Maïsos se rend compte que l'armée perse était déjà en déroute et commence à se retirer, poursuivi sans relâche par les chevaux thessaliens de Parménion. Alexandre se remet à la poursuite de Darius III avec 500 cavaliers, poursuivant et massacrant les Perses en fuite jusqu'au crépuscule avant d'arrêter ces hommes épuisés pour qu'ils puissent se reposer et abreuver leurs chevaux. À minuit, il se dirige vers Herbélès, où il trouve plus tard le char de Darius III, ses armes et son trésor. Parménion occupe le camp perse, capturant leurs trains de chameaux et les éléphants. Et pendant ce temps-là, dans le monde, en octobre 331 avant Jésus-Christ, Olympias, mère d'Alexandre le Grand, en conflit avec Antipater, le régent de Macédoine, elle s'exile en Épire. Le neveu d'Aristote, Callisthène, explore le Haut-Nil en Égypte afin d'étudier le régime du fleuve. En Chine, les forces de Qin font prisonnière l'armée du Wei. 80 000 hommes sont décapités. On voit également la mort d'Agis III, roi de Sparte en 331 avant Jésus-Christ. Son charisme et sa détermination lui permettent d'exercer la fonction royale de 338 à 331 avant Jésus-Christ dans toute son autorité. Le roi de Sparte consacre son règne à consolider la position spartiate dans le monde grec, mais il ne parvient pas à contrecarrer l'hégémonie macédonienne. On voit également l'assassinat d'Alexandre le Molosse, roi d'Épire. Comme on l'a vu, cette victoire sans appel doit autant au génie d'Alexandre le Grand qu'à son audace et son courage. Lors de la bataille de Gaugamélès, Alexandre le Grand se révèle à nouveau comme un grand chef de guerre. Face au risque d'enveloppement auquel l'infériorité numérique de son armée l'expose, il décide cette imprévisible charge de cavalerie par laquelle il prend définitivement l'initiative sur ses adversaires acculés à réagir plus qu'à profiter de leur surnombre. Mais Alexandre le Grand s'illustre également par sa manière de conduire ses troupes sur le champ de bataille. Ainsi, pour saisir les opportunités comme celles qu'il exploite à la bataille de Gaugamélès, Alexandre se doit d'être au plus fort des combats, à l'endroit où se font les choix les plus décisifs. C'est aussi pourquoi, au mépris du danger que cela lui fait courir et qui lui vaudra quelques blessures assez sérieuses, il s'efforce toujours d'être bien visible de ses troupes et porte à cet effet casque et cimière blanc et armure rutilante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.